7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Annie Genevard, députée LR du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Conseil national Les Républicains. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Pas de reconfinement immédiat en vue, visiblement. Emmanuel Macron a-t-il raison de se donner du temps ? Il faut tout faire pour éviter un nouveau reconfinement parce que les Français n'en peuvent plus, parce que les risques encourus au niveau économique, au niveau psychologique, au niveau de l'acceptabilité ces risques sont importants. Donc je pense qu'il faut tout faire pour éviter de reconfiner, même si dimanche, le président du Conseil scientifique nous a annoncé un reconfinement inéluctable, démenti par le président de la République. On continue d'être dans la confusion et ça, c'est un élément supplémentaire, non seulement à l'inquiétude des Français, mais aussi à leur exaspération qui monte. Qui monte, oui, c'est ça. Donc, mais bon, pour l'instant, c'est ce qu'il faut, c'est la démarche à faire, peut-être d'attendre un peu pour éviter de reconfiner de façon stricte, quoi. Oui, tout faire pour éviter le reconfinement. On va savoir si le couvre-feu à 18h est véritablement efficace. Oui. Agnès Pannier-Runacher a annoncé qu'on le saurait dans quelques jours, mais on sait bien que la clé, c'est la vaccination. Or, c'est là que notre pays pêche douloureusement, puisqu'on est parmi les derniers pays européens en nombre de personnes vaccinées. J'ai moi-même des échos de ma circonscription. La situation est catastrophique. Oui. Situation effectivement difficile pour la vaccination, d'autant plus difficile que toutes les doses qui avaient été envisagées, promises, ne seront probablement pas là au mois de mars, quoi, en fait. On manque de doses, on manque d'aiguilles. Oui. Si bien qu'on doit décommander les rendez-vous. On va être obligé de fermer des centres de vaccination. C'est le cas dans ma ville. On a annoncé une fermeture les 15 premiers jours de février. Ne pourront être vaccinés que ceux qui vont avoir la deuxième dose. Il y a des scènes de protestation qui peuvent se muer en révolte à l'entrée des centres de vaccination parce que les gens ont bien intégré, on leur a tellement dit qu'il fallait se vacciner, qu'ils y sont allés, ils ont bien entendu et là, on ne peut pas les vacciner. Donc ça crée une tension supplémentaire terrible. On sait que c'est la vaccination qui nous sortira d'affaire et c'est pas le confinement, le stop and go. Les personnels médicaux n'en peuvent plus. Enfin voilà, il y a une situation de tension de quelque côté qu'on se tourne. Oui. C'est une tension qui s'accroît et qui à un moment ne sera plus supportable. Vous craignez de la désobéissance civile ? Oui, moi je pense que j'ai trouvé les Français courageux et responsables jusqu'à présent, mais à force de ne pas comprendre la stratégie, d'être soumis à des injonctions contradictoires, de constater que la désorganisation l'emporte, oui, effectivement, on peut craindre effectivement de la désobéissance. Hein. Je lis, comme vous, des réactions ici ou là de personnes qui disent, puisque tout est fichu, enfin, qui ont le sentiment que l'horizon est complètement bouché, eh bien tant pis, je me déconfine. Et que répondre dans ces conditions ? De la part des autorités. Bien sûr, donc c'est extrêmement grave parce que s'il y avait des mouvements de révolte, les choses peuvent s'emballer sans qu'on puisse les contrôler. Donc il est indispensable de garder le contrôle, mais pour ça il faut une politique comprise, cohérente, suivie. Il faut une vaccination qui réussisse. Enfin moi Mais ça n'ira pas plus vite la vaccination a priori. Ça me navre de voir à quel point nous sommes vraiment planté, pardonnez-moi l'expression, mais sur la vaccination, quand on voit que le rapport est de 1 à 10 par rapport au Royaume-Uni, par exemple. Oui. 1 million en France, 10 millions au Royaume-Uni. Aucune raison ne peut nous permettre d'accepter un tel différentiel. Oui. Venons-en au projet sur les principes républicains, qu'on appelle aussi séparatisme, même si le nom a disparu. Est-ce que ce projet, justement, il a été étudié en commission, à l'Assemblée, dernièrement, pendant plusieurs jours. Est-ce qu'il est taillé pour lutter contre les vraies fractures républicaines et le séparatisme islamiste également ? Je ne le crois pas. Et ça me navre parce que toutes les personnes que nous avons auditionnées dans le cadre de cette commission spéciale dont je suis membre, toutes ont dit que la situation était très grave. Qu'il y avait des territoires entiers qui se séparent de la République, des groupes qui veulent subvertir notre pays en substituant aux lois de notre pays celle de la charia. Donc le
le problème est gravissime. Et d'ailleurs, le président de la République ne s'y était pas trompé, puisque après la mort de Samuel Paty, le discours des Mureaux avait posé clairement le problème. Donc on attendait une grande loi contre le séparatisme islamiste ou contre le communautarisme islamiste, quelle que soit la façon dont on le nomme. Il s'agit bien de cette idéologie de l'islamisme radical, politique, qui veut vraiment et là, nous dans réduire. le texte, il y a quand même des éléments, non ? Il y a d'abord, vous n'y trouverez pas le mot islamisme, vous n'y trouverez pas le mot communautarisme. Il a fallu que le Conseil d'État fasse la leçon au gouvernement pour qu'il accepte dans l'exposé des motifs de mettre une référence au contexte de l'islam radical. Donc on voit bien que le gouvernement a peur, il a peur de heurter une certaine frange de la population qui vit en France ou française. Il a peur d'être en conflit ouvert. Il cherche il louvoie. Et donc il y a des choses dans ce texte, mais rien qui soit essentiel pour signifier aux islamistes: non, nous ne vous laisserons pas faire, nous ne vous laisserons pas imposer vos lois dans notre pays. Et on voit bien que le gouvernement d'abord a essayé de réduire sa majorité. Ouais. On voit ce qu'il en a été de l'amendement voilement des fillettes. Ensuite, il a essayé de réduire son opposition en déclarant irrecevables beaucoup de nos amendements. Donc, il cherche à réduire le débat. Moi, je pense que c'est une loi qui est très très loin des ambitions que l'on pensait que le président de la République avait fixé à son gouvernement. Oui, Annie Genevard, le burkini est-il un signe de séparatisme ? Parce que la défenseur des droits estime que l'interdiction du port du burkini constitue une discrimination. Alors moi, je m'inscris totalement en faux par rapport à l'analyse de la défenseur des droits. Je pense que le burkini, c'est comme le voile intégral, c'est comme tout ce qui exprime la volonté de visibilité d'un islam fondamentaliste radical est un message politique que nous envoient les islamistes. En plus, c'est pour les femmes l'expression d'une conception de la femme qu'il faut dérober au regard des hommes. C'est vraiment une infériorisation de la femme et de l'homme aussi. Oui, mais alors il y a certaines qui le portent, qui disent non, c'est notre liberté, quoi, aussi. Oui, qu'est-ce que vous leur répondez ? mon voile, mon choix, on nous l'a déjà fait, mais je crois que il y a, et c'est la proposition que nous faisons dans ce texte, nous disons, dans les espaces de service public, il y a des règles communes qu'il faut respecter si on veut vivre ensemble. Oui. Donc, pour moi, le burkini n'a pas sa place. On n'autorise pas certains vêtements de bain dans les piscines, notamment les grands shorts, vous le savez. Donc, pourquoi autoriserait-on le burkini ? Il y a une règle commune. Bon, donc vous inscrivez en faux. Ah bah, totalement en faux. D'ailleurs, la défenseur des droits que nous avons auditionnée a surtout parlé d'une loi liberticide sans véritablement évoquer le vrai sujet qui est celui de l'islam radical. Oui, Annie Genevard, vous avez aussi fait adopter contre l'avis du gouvernement un amendement qui crée le délit d'entrave à la fonction d'enseignant. Le gouvernement qui pourrait revoir, qui est pas forcément d'accord justement avec votre texte, je le disais, qui pourrait peut-être vous demander de le réécrire. Et est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit précisément d'ailleurs ? Alors, après la mort de Samuel Paty, qui marque un tournant tout de même, les langues se sont déliées. Les professeurs ont avoué que pour 1 sur 2, ils s'auto-censuraient, ils n'osaient pas enseigner certaines matières. Ça montre bien qu'ils sont l'objet de pression, de menaces, d'intimidation, et qu'il faut réagir, parce que ça veut dire qu'on est à la source du mal. Si les professeurs ne peuvent plus faire leur travail, alors où va-t-on ? Donc j'ai proposé qu'on inscrive dans le code pénal un délit d'entrave à la liberté d'enseigner. Ouais. Pour marquer vraiment une disposition à destination des enseignants qui doivent pouvoir continuer à faire leur travail et échapper à la pression de l'islam radical. Le gouvernement a voté contre, s'est exprimé défavorablement, mais les députés ne l'ont pas suivi puisque mon amendement a été adopté en commission. Alors maintenant, ils veulent proposer une réécriture
une inscription dans le code de l'éducation plutôt que dans le code pénal. Donc on est en train de regarder. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qu'on vous répond au gouvernement? Ils avancent des raisons juridiques. On comprend votre raison, mais ils avancent des raisons juridiques. Ce serait pas exactement comme ça qu'il faudrait le dire. Ce serait pas exactement à cet endroit du code qu'il faudrait le mettre. Donc ce sont des raisons qui, à mon sens, ne doivent pas empêcher l'essentiel, qui est de prendre dans cette loi une disposition pour protéger les enseignants qui doivent avoir le droit de faire leur travail et échapper aux pressions. Il faut que les parents qui cherchent à réduire la liberté de l'enseignant dans sa fonction d'enseignant, dans sa fonction d'enseignement, il faut que ces parents sachent qu'ils s'exposent à des peines, des amendes, voire de la prison. Voilà, il faut donner des signes. Mais alors, pour les parents d'élèves qui peuvent contester les méthodes d'enseignement, est-ce qu'il n'y aurait pas du flou, là, simplement? Alors, c'est l'une des difficultés. Ça ne veut pas dire que le professeur devient intouchable s'il ne fait pas son travail. Le professeur doit faire son travail. S'il ne le fait pas, les parents d'élèves, sa hiérarchie, sont en droit de le lui reprocher. Il ne faut pas tout mélanger. Là, on parle de pression de l'islam radical. Mais de façon générale, on a senti un gouvernement très frileux, très prudent, craignant ceci, craignant cela, la censure du Conseil constitutionnel, craignant... En fait, si vous voulez, pour résumer, c'était pas de vague et pas d'amalgame. Pas de vague et pas d'amalgame. Autre question, il nous reste 2-3 minutes, Annie Genevard. Est-ce qu'il faut dissoudre Génération Identitaire, comme l'a laissé entendre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après les agissements de ce groupuscule, notamment dans les Pyrénées? Moi, je crois qu'il y a de la part de Gérald Darmanin la volonté de montrer qu'il n'y a pas que les associations islamistes qu'il peut dissoudre. Il peut aussi dissoudre des associations d'extrême droite. Moi, j'y vois quand même un tempo assez politique, d'autant que pendant l'examen de la loi sur les principes républicains, la France insoumise n'a pas cessé de lui demander la dissolution de Génération Identitaire en disant « Vous ne pouvez pas dissoudre seulement les associations islamistes, il faut aussi taper du côté de l'extrême droite avec Génération Identitaire ». Donc moi je vois là dans la concomitance, si vous voulez, plutôt une explication politique. Question avec Cécile Ménibus. Cécile, oui, cette semaine, le Sénat a adopté une proposition de loi fixant le consentement sexuel des mineurs à l'âge de 13 ans, mais forcément des lois s'élèvent en disant qu'il faudrait le fixer à 15 ans. Est-ce que vous y êtes favorable, vous? Oui, moi je suis favorable à 15 ans. Je pense que 13 ans c'est bien jeune. La majorité sexuelle est fixée à 15 ans, donc il y aurait une logique effectivement. Mais alors je n'ai pas le détail juridique de l'affaire, mais il semble qu'il y avait un vide juridique qu'il fallait combler, et ça expliquerait la décision qui a été prise et qui a été peut-être maladroitement expliquée. Mais j'espère que le texte va venir rapidement à l'Assemblée nationale. On examinera cette question, de même que la question de l'imprescriptibilité. Moi, je suis plutôt favorable à 15 ans. Je pense que 13 ans, c'est trop jeune. Merci Annie Genevard, députée LR du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Conseil national des Républicains.